Franck Zal, vous êtes directeur général et directeur scientifique de cette société qui s'appelle Emarina, dont vous êtes cofondateur. Et votre spécialité scientifique, alors hier je vous ai demandé, mais comment je vais arriver à dire ce dont vous parlez? Vous m'avez dit, il faut dire transporteur d'oxygène. Voilà. Hein, mais vous allez découvrir ce que ça signifie qu'un transporteur d'oxygène. À l'origine, vous vous êtes intéressé aux pigments respiratoires des invertébrés. Vous voyez comment ça commence? Parfois, c'est très étonnant. Et aux hémoglobines extracellulaires des annélides. C'est des jolies bébêtes que vous allez nous montrer, ça, je vais vous les montrer, oui. Sur les images. Et donc, vous êtes président de Biosciences, une entreprise. Une jeune pousse. C'est une association que j'ai créée pour aider les jeunes association entreprises. Biosciences. Bretagne Biosciences. Oui. Bretagne Biosciences. Et donc, vous allez aussi nous parler de levée de fonds. Et j'ai oublié de dire que vous étiez médaille de bronze du CNRS. C'est ça. Voilà, la parole est à vous. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci à M. Rocard. Merci à la ville de Saint-Tropez de m'avoir invité pour vous présenter en fait ce que l'on fait dans Emarina. Alors Emarina, je vais vous parler d'un parcours, je vais vous parler de mon aventure qui a été celui d'un chercheur qui était pendant une quinzaine d'années au CNRS. Donc j'ai travaillé au CNRS, notamment à la station biologique de Roscoff. Et dans le cadre de mes travaux de recherche fondamentale, qui intéressaient que moi au démarrage, puisque je m'intéressais à la respiration d'un ver marin, et quand je disais ça, tout le monde se moquait de moi. Vous allez voir qu'à partir de cette recherche fondamentale, aujourd'hui, on est en train de révolutionner des pans entier de la médecine, juste en étudiant dans un premier temps un ver marin qui s'appelle l'arénicole ou le busugue en breton. Donc je vais vous poser une question avant de démarrer. Est-ce que vous savez combien il manque de litres de sang dans le monde pour satisfaire les besoins de la population mondiale? Aucune idée? Qui est donneur de sang dans cette salle? Ouais, bon, c'est moins de 5%. En fait, dans le monde, il manque 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. 95% des Français, on sait que donner son sang, ça permet de sauver des vies. Mais par contre, on n'est que 5% à le faire tous les ans. Et 82% de la population mondiale n'a pas accès au sang. Et donc, vous allez voir que face à ces questions ces problèmes de santé publique, puisque en France, il faut à peu près 10 000 dons de sang par jour, nous, on a peut-être trouvé une des solutions. Et vous allez voir que cette solution, on l'a trouvée en marchant sur la plage. Donc moi, j'ai toujours été intéressé par la biologie marine. Et il y a une personne qui m'a éclairé sur mon parcours. On parlait hier en fait, des parcours professionnels. C'est lui, c'est le commandant Cousteau. En fait, moi, j'ai grandi dans un petit appartement à Paris. Et on ne voyageait pas beaucoup. Et je regardais les émissions du commandant Cousteau. Vous savez, quand il partait sur la Calypso, voyager à travers le monde. Et je me suis dit, je voudrais faire un jour en fait, ce que faisait le commandant Cousteau. Et finalement, je me suis orienté vers de la biologie marine. Je suis devenu docteur en biologie marine. Et j'ai eu la chance de naviguer sur la plupart des océans. J'ai plongé aussi, comme lui, en fait, dans les océans à partir de ces petits sous-marins que vous avez sur cette diapositive, qui est l'Alvin, en fait, qui appartient à l'armée américaine. J'ai aussi plongé sur le Nautil, à 3000 mètres de profondeur, en fait, dans les océans. Le Nautil, sous-marin français, sous-marin Nautil de l'Ifremer, ouais. Qui est un de nos grands instituts Exactement. Scientifiques aussi. Et donc, en fait, je m'intéressais à une question qui était l'écophysiologie marine. Alors, c'est un mot hyper compliqué pour quelque chose d'extrêmement simple. J'ai essayé de comprendre comment des organismes colonisaient tel ou tel environnement. Pourquoi on trouve des vers sur la plage? Pourquoi on trouve des patelles sur des rochers? Et je me suis intéressé principalement aux vers marins, parce que des vers, en fait, on en trouve dans tous les environnements, que ce soit des milieux marins, de l'eau douce, dans la terre, les vers de terre. Et c'est intéressant d'un point de vue recherche, d'un point de vue évolutif, parce que ces organismes ont dû s'adapter à tous ces environnements-là. Et juste, je vais vous parler ensuite d'un ver. Ces vers, ils ont 450 millions d'années. 450 millions d'années que ces vers existent sur la planète. Ils sont arrivés jusqu'à nous. Et vous imaginez, quand vous vous posez cette question, 450 millions d'années, l'homme, il a juste 3 millions d'années. Donc on parlait d'humilité tout à l'heure. Je pense que même si c'est un ver, on doit être humble devant un annélide. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ici, nous, ce qu'on a récupéré en travaillant sur l'écophysiologie marine, c'est qu'on a récupéré 450 années de recherche et de développement. Il n'y a aucune entreprise qui peut dire qu'elle a fait 450 années de recherche et développement.
Et donc, je suis rentré au CNRS. Donc, j'ai été chercheur au CNRS pendant une quinzaine d'années. Ça a été mon rêve. Hein. Je voulais en fait découvrir, ouvrir des nouveaux chapitres dans les bouquins de tout ce que me disaient les profs en bio. Je leur disais, ouais, mais c'est vrai à l'instant T, mais demain, on ouvrira d'autres chapitres et on va écrire d'autres chapitres. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai un peu fait de la biologie marine, de la recherche, et j'ai intégré en fait ce grand centre de recherche qu'est le CNRS. Ensuite, je me suis intéressé à un autre environnement qui est un environnement extrême. Vous allez me dire, mais il me raconte quoi? Là, c'est une plage, il y a une serviette, on va aller se baigner, etc. Mais la plage est un environnement extrême, surtout en Bretagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Bretagne, il y a les phénomènes de marée. À Roscoff, Morlaix, région de Morlaix, c'est 13 mètres de marnage entre la marée haute et la marée basse. Et les organismes qui vivent sur cette plage subissent énormément de paramètres environnementaux qui varient. La marée haute, la marée basse, ça veut dire que les vers qui vivent sur cette plage sont capables de respirer dans l'eau et dans l'air. En Bretagne, vous savez, il pleut un tout petit peu. Donc, en fait, il y a de l'eau douce et il y a de l'eau salée. Il fait froid, il fait chaud, etc. Et les organismes qui vivent là-dessus, en fait, sur cet environnement-là, se sont adaptés à ces grandes variations. Et voilà l'organisme. Alors ça, c'est la trace que vous avez en vous baladant sur les plages, sur la côte atlantique et principalement en Bretagne. Vous avez ces traces, je suis sûr que vous les avez vues. En dessous, il y a un ver qui s'appelle Arenicola marina. Donc c'est un ver, encore une fois, qui a 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que ce ver vit entre la marée haute et la marée basse. Et donc moi, je me suis intéressé à cet organisme pour essayer de comprendre. Ma question de recherche fondamentale était complètement basique. C'était, tu vas essayer de comprendre comment ce ver respire entre la marée haute et la marée basse. Parce que bien évidemment, ce ver peut se retrouver sous l'eau et il peut se retrouver dans l'air. Donc vous avez eu question de recherche fondamentale. Et quand je disais ça en famille, on me disait mais ça sert à rien ton truc. Pourquoi les gens du CNRS s'intéressent à un truc pareil? Et donc, je me suis intéressé en fait aux vers qui vivent en fait sous cette trace, qui sont ces vers marins, Arenicola marina. Et donc, ce que j'ai trouvé chez cet animal, moi, la respiration, c'est lié au transport d'oxygène, donc aux hémoglobines, aux globules rouges, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui nous différencie de ce ver, c'est que ici, là, dans cette salle, et ici sur cette estrade, on a tous des globules rouges. À l'intérieur de ces globules rouges, il y a une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, en fait, c'est un petit véhicule qui va lier l'oxygène d'une façon réversible et qui va aller délivrer de l'oxygène à vos muscles pour les besoins du métabolisme. Au cerveau, aux muscles, etc. Par contre, vous avez tous un typage sanguin. Vous avez tous un typage sanguin, A, B, O, rhésus positif ou négatif. Et ça, c'est principalement dû à des sucres qui sont à la surface de vos globules rouges. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait, il y a 250 groupes sanguins différents. Et ce que j'ai trouvé en fait chez cet animal, c'est ça. Donc, j'ai trouvé en fait on parlait de nanotechnologie, ça c'est une nanoparticule, c'est une hémoglobine extracellulaire. Alors, ce n'est pas un dessin d'artiste, c'est exactement ce que l'on trouve dans les vaisseaux de cet organisme. Et donc, c'est un biopolymère donc, qui est capable de lier 156 molécules d'oxygène à la fois, et donc qui est en fait l'ancêtre. En fait, on a trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. Et ce qui est intéressant, c'est que cette molécule, qui n'est pas glycosylée, en fait du fer de cet animal, Arenicola marina, est un donneur de sang universel. Et donc ça, c'était à un moment donné, donc c'était arrivé. Alors, c'est une molécule qui est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, mais 50 fois plus efficace. Et en fait, pour répondre à la question de recherche fondamentale qu'on m'avait posée, c'était j'ai trouvé cette molécule, et cette molécule, en fait, c'est une petite bouteille d'oxygène. À marée basse, en fait, le ver arrête de respirer et il vit sur son stock d'oxygène qu'il a lié sur cette petite molécule d'oxygène. Et vous allez voir que cette simple observation, ça nous a permis de faire d'énormes applications en fait, dans le domaine médical. Et finalement, en fait, à marée basse, le ver respire avec cette petite bouteille d'oxygène qui lui permet de tenir 6 heures en attendant la marée haute. Je voulais vous demander, parce que c'est très 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 joli les images que vous nous montrez, mais décryptez-les-nous un peu. C'est quoi les points noirs? Pourquoi il y a du blanc et pourquoi ça a cette forme? Pas de souci. Alors, ce que vous avez en haut, en fait, c'est ce qu'on faisait au démarrage. Donc moi, je prenais des arénicoles, j'allais chercher sur la plage, je ponctionnais dans le système circulatoire en fait cette molécule d'hémoglobine qui est rouge. Vous voyez, en fait, dans la seringue, c'est rouge. Et en dessous, vous avez les molécules que l'on a purifiées. Vous avez une vue de face, c'est l'hexagone de face. Quand on tourne la molécule, on a 2 hexagones superposés. Et quand on regarde en fait, la structure de cette molécule, en fait, toutes les chaînes qui composent cette molécule sont identiques à l'hémoglobine humaine. Vous avez tous 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta dans vos globules rouges. Et en fait, on trouve une très très grande homologie entre les hémoglobines de vers marin et les hémoglobines humaines,
avec, en fait, sans les inconvénients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de typage sanguin chez ce ver. Vous allez voir, on ne fait plus du tout comme ça, on ne prend plus du tout la molécule comme ça maintenant. Et donc, ça, c'est arrivé aux oreilles de médecins qui m'ont dit c'est pas possible, viens nous voir à Paris, nous on est des médecins, des hématologues, ça n'existe pas, des hémoglobines extracellulaires. Ok, donc je suis allé les voir. Je me souviens en fait de cette réunion un samedi matin dans un grand amphi parisien d'un hôpital et énormément de médecins hématologues dans tout l'amphi. Et j'étais, je pense, l'interlude entre leurs trucs super qui étaient vraiment plus sérieux que ce que j'allais leur présenter. Et en fait, au démarrage, tout le monde rigolait. Qu'est-ce qu'il va nous présenter, etc. Et puis finalement, à la fin de mon exposé, on est venu me voir, on me dit, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé ça. Je dis, bah si, sur une plage en Bretagne. On me dit, mais vous savez qu'on cherche ça depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Je retourne dans mon labo au CNRS et je leur dis, écoutez, c'est peut-être bien la respiration du ver marin, mais est-ce qu'on peut développer ces applications en thérapie? Et là, on me répond, non. Toi, tu fais de la recherche fondamentale, donc tu restes à tes questions de recherche fondamentale. Et j'ai trouvé ça, en fait, hyper frustrant. En fait, je pense qu'on avait semé la graine de la frustration dans mon cerveau. Et je me suis dit, un jour, je testerai. Et c'est ce que je fais ici. Donc, en fait, je teste, en fait, un peu en sauvage, l'utilisation en fait, de cette molécule. Alors, on parlait de préclinique, d'éthique, etc., au niveau des modèles de laboratoire. Mais à un moment donné, il faut bien passer par des tests. Ce que je fais ici, c'est qu'en fait, on retire 90% du sang de rats, de souris, de lapins, de chiens. On les transfuse avec de l'hémoglobine d'arénicole et il ne se passe absolument rien. Vous pouvez complètement exsanguiner ces vertébrés, les remplacer avec cette hémoglobine d'invertébrés, et il ne se passe absolument rien. Et là, on avait répondu à cette question, c'est qu'on avait vraiment trouvé un substitut sanguin universel. Donc, quand vous dites qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien de mal. C'est-à-dire que vous aviez une souris, un rat, un chien qui vivait très bien avec de l'hémoglobine d'arénicole. Et donc, je trouve ça en fait dans les années 2000. Entre 2000 et 2007, j'apporte énormément de preuves de concept, l'absence d'immunogénicité, l'absence d'allergénicité, l'absence de vasoconstriction, etc. Et puis, en fait, je vais par hasard à Roscoff et j'entends dans ma voiture sur France Inter « Concours de la création d'entreprises innovantes ». Je dis « Waouh, je vais essayer ». Et donc, en 2005, j'essaye, je postule à ce concours du ministère de la Recherche et j'ai le premier prix, 45 000 €. Je me dis « Tiens, c'est pas mal, il y en a qui croient à ce que je fais ». Et en 2006, je repostule encore parce que là, c'était création-développement. Et je gagne 450 000 €. Je me dis, bon, écoute, là, il y a des gens qui pensent que tu as trouvé une innovation et je démissionne du CNRS. Donc, je démissionne du CNRS en 2007. J'avais déposé des brevets, donc je négocie avec le CNRS les brevets pour pouvoir les utiliser. Et je crée cette start-up Emarina. Emarina, c'est une start-up, donc j'étais seul au démarrage. Donc, aujourd'hui, c'est 40 personnes. 40 personnes sur 4 sites. On est à Morlaix, en Bretagne, dans le Finistère Nord. On a des bureaux à Paris. Vous allez voir qu'on a acheté aussi une ferme aquacole pour faire nos arénicoles et on a aussi des sites à Boston. Donc bien évidemment, j'étais biologiste, je n'allais pas défaunner toutes les plages de Bretagne pour aller prendre toutes mes arénicoles. Donc on a longuement travaillé en fait, sur l'aquaculture de cette espèce. Aujourd'hui, en fait, on élève cet organisme. Ces vers, les sexes sont séparés. On récupère les gamètes, les ovocytes et les spermatozoïdes, on fait des larves et on ensemence cette ferme. Cette ferme, ça fait 17 hectares, on est capable de faire 100 tonnes sur cette ferme. Et donc, bien évidemment, on est dans des conditions complètement tracées et contrôlées parce que je vais vous montrer par la suite qu'on en fait des produits thérapeutiques. Et donc, on a acheté cette ferme en 2013 et aujourd'hui, en fait, elle produit nos arénicoles. Et donc, tout ce que je vous raconte, c'est aussi intéressant parce qu'on a eu les assises de la mer au début de la semaine. Le Premier ministre a parlé de biomimétisme, de bio-inspiration. Et ce que je vous dis, en fait, c'est exactement ça. Regardez en fait comme une espèce vie pour en tirer des innovations. J'entendais tout à l'heure que l'innovation c'est à l'interface, je suis complètement d'accord avec ça, et que l'innovation c'est pas être un chercheur spécialisé dans son coin, c'est vraiment d'être ouvert à différentes technologies. Moi je sais parler à des physiciens, des chimistes, des médecins, des hématologues, etc. Je suis spécialiste de rien mais j'arrive à leur parler. Et donc, à partir de ça, on en fait des produits thérapeutiques. Et là, je vais vous parler de 3 applications que l'on développe à partir de cette hémoglobine de ver marin. Alors, vous connaissez tous cette poche de sang. Cette poche de sang, c'est en fait un culot globulaire. Donc, 450 millilitres de culot globulaire qu'on va retrouver en fait dans cette poche. Et on a été approché il y a quelques années en fait par l'armée américaine, l'US Navy. J'étais dans un congrès comme ça à Parme et on me pose une question. En fait, je présentais comme ça mes travaux. Je reprends mon avion, j'ai un SMS qui dit on représente les intérêts de l'US Navy, est-ce que vous pouvez venir nous voir dans 15 jours parce que ce que vous faites est intéressant pour nous. Je pense bien évidemment que c'est une plaisanterie, mais j'y vais quand même.
Et finalement, on discute avec eux, ils me disent, voilà, nous, on est la partie scientifique de la Navy, on a un problème majeur. Je lui dis, je pense que les militaires, en fait, il y a des chocs hémorragiques, etc. Ils me disent, non, c'est pas ça. Nous, on est vraiment la Navy, donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est les explosions, les bombes. Et les bombes créent des effets de blast, des effets de souffle qui vont taper la boîte crânienne et donc créer des AVC. Est-ce que vous pensez que votre produit peut aller oxygéner en fait, le cerveau pendant au moins 1 heure, parce qu'on a 1 heure pour amener les militaires à l'arrière? J'en savais absolument rien. On a avancé avec eux, et donc on a montré pas 1 heure, mais pendant 2 heures et demie, en fait, on était capable, avec des faibles concentrations, d'oxygéner un cerveau, et donc bien évidemment de sauver un militaire pour pas qu'il soit en mort cérébrale. La deuxième question, c'était, ouais d'accord, mais nous on va en Afghanistan, on va en Irak, on va en Syrie, etc. Est-ce que vous pensez que vous pouvez transformer votre produit en poudre? Et donc ce que l'on a fait, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'avoir de l'hémoglobine en poudre, l'équivalent du culot globulaire que vous avez vu tout à l'heure en poudre. Je sais pas, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques personnes qui donnaient son sang. En fait, une poche de sang, vous pouvez la garder que 42 jours à froid. Au bout de 42 jours, vous êtes obligé de la détruire parce qu'il y a de l'hémolyse. Aujourd'hui, on a 5 ans de date de péremption avec ce produit. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des stocks d'hémoglobine, l'équivalent de poche de sang, faire des stocks, et conserver à température ambiante. Nous, on n'a pas besoin de conserver à froid. Donc on révolutionne complètement le domaine de la transfusion sanguine, au point que, pour un peu nous insulter, on nous traite d'ubérisation du marché du sang. Parce qu'on est capable en fait de casser un référentiel qui est le sang. Et donc ce produit-là, il existe. Et juste aussi pour vous dire, c'est que, et j'aime bien répéter ça, vous savez, le 13 novembre, c'était il y a 1 an, c'était le Bataclan. Vous savez, à Paris, on n'était pas au milieu de l'Afrique. On dit qu'en France, on est autosuffisant en sang. On n'était pas au milieu de l'Afrique. Par contre, il y a des personnes qui sont mortes sur des trottoirs parisiens à Paris parce qu'on était incapable de les transfuser. Pourquoi? Parce que la logistique du sang, ça demande des camions qui sont capables de transporter alors, du O négatif dans les meilleurs des cas, mais détecter en fait, le typage sanguin et surtout la logistique de la chaîne du froid. C'est pour ça que vous avez entendu parler de médecine de guerre. Ceux qui parlaient, on les mettait de côté. Ceux qui ne parlaient pas, c'était les plus blessés. Par contre, ceux qui parlaient pouvaient avoir des hémorragies. Et il y a des personnes qui sont décédées en fait, à Paris et on n'était pas au milieu de l'Afrique. Donc on a développé ce produit-là. Et ce produit-là, aujourd'hui, on le développe pour des applications diverses. Je vais vous parler de 3 applications. La première de ces applications, on en a parlé tout à l'heure, c'est la transplantation d'organes. La transplantation d'organes en France, on parlait de plus de 20 000, c'est 22 612 patients sur liste d'attente. 500 personnes sur cette liste d'attente décèdent tous les ans par manque de greffons. Alors bien évidemment, il y a une pénurie des greffons et je suis complètement d'accord. À l'arrivée des radars sur la route, il y a eu moins de donneurs potentiels. Mais surtout, aujourd'hui, on jette 50% des greffons disponibles. On les jette, sur 100 greffons, on en jette 50. Donc il y a 50 personnes qui ne peuvent pas être greffées. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais le temps de les greffer. En fait, la greffe, c'est une course contre la montre. C'est-à-dire que pour un cœur, vous avez 4 heures, entre 4 et 6 heures pour un poumon, 12 heures pour un rein, mais c'est toujours une course contre la montre. Et en fait, l'idée qu'on en a eue, c'était, vous vous souvenez de l'arrêt Nicole sur la plage? Je me suis dit, l'arrêt Nicole, il arrête de respirer pendant 6 heures. Finalement, quand je déconnecte un greffon du donneur, finalement, c'est mon arrêt Nicole qui n'a plus accès à la marée haute. Et donc, je vais mimer en fait, ce qui se passe chez l'arrêt Nicole. Donc, j'ai mis dans ces solutions de préservation de greffons des molécules, qui sont les molécules que je vous ai montrées. Et aujourd'hui, au lieu de quelques heures, on est capable d'attendre quasiment 1 semaine pour greffer un rein. Donc, ce qui donne aujourd'hui du temps aux chirurgiens pour aller transplanter. Vous savez, nous a remis un prix il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était Alain Carpentier, vous savez, le père fondateur du cœur Carmat. Il nous a remis ce prix. Il ne nous a pas parlé du cœur artificiel. Il nous a dit, vous savez, dans la transplantation, il y a eu 2 révolutions. La première, les immunosuppresseurs qui nous ont permis de greffer. Et la deuxième, votre innovation qui va nous donner du temps et des organes en meilleure qualité. Alors là, on n'est plus du tout en fait, dans la théorie. On a sauvé déjà 60 vies. Il y a eu un essai clinique qui s'est terminé. On a publié les résultats la semaine dernière. Donc 60 personnes qui étaient en insuffisance rénale terminale, qui attendaient un rein, donc les plus du plus en fait, de la liste d'attente. 60 patients qui sont retournés chez elles au bout d'1 semaine, au lieu de 3 semaines d'hospitalisation. Donc rien que ça, aujourd'hui, on sait qu'on a déjà sauvé 60 patients, 60 vies avec cette transplantation. On travaille avec la transplantation rénale, on travaille également sur tous les organes. Ça, c'est le foie, on parlait du foie tout à l'heure. Ça, c'est Karim Boudjema, en fait, à Rennes, aussi un grand transplanteur. Vous avez un foie qui est préservé, vous voyez, jaune, pâle, un foie qui est préservé uniquement avec des solutions de préservation classiques. Vous avez en fait le foie qui est préservé avec notre solution
Karim Boudjema, le chirurgien, nous dit, mais attendez, même dans le bocal, il est vivant. On a de la synthèse des ASA, des ALA, de toutes les enzymes du métabolisme. Donc aujourd'hui, on donne aux chirurgiens des organes en très bon état. L'autre application, c'est la cicatrisation. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre un verre et la cicatrisation. Ben, c'est toujours la même chose. En fait, ce que l'on a trouvé, c'est une plateforme technologique. C'est une molécule qui est capable d'oxygéner. Et en fait, il y a des patients, des personnes qui souffrent. Alors je ne sais pas si vous avez des personnes qui souffrent de diabète autour de vous, mais on appelle ça le syndrome du pied diabétique. Et là, c'est un problème de santé publique majeur. Il y a une amputation dans le monde toutes les 30 secondes liée en fait, au syndrome du pied diabétique. Qu'est-ce qu'ont ces personnes? En fait, ces personnes ont des problèmes de circulation au niveau des membres inférieurs. Et donc, les globules rouges ne vont plus oxygéner les pieds. Les plaies qui se... J'ai pas mis de photo, mais c'est assez horrible. Les plaies qui se font, en fait, ne leur font même pas mal. Et finalement, ce que font les médecins, c'est qu'ils vont amputer, couper un orteil, et puis ils vont remonter au fur et à mesure, en fait, pour éviter la gangrène. Ce que l'on a fait ici, vous voyez la matrice 100 M101. M101, c'est le nom de notre molécule. On greffe à l'intérieur de cette matrice, qui est un biogel, nos molécules. Et finalement, on apporte de l'oxygène par la voie topique. Et par cette technique qui est en train d'être licenciée au leader mondial de la cicatrisation, on augmente d'un facteur 10 la vitesse de cicatrisation de ces plaies. En fait, on a inventé, dans un pansement, à partir de cette molécule, une sorte de mini-caisson hyperbare dans un pansement. Et donc, juste pour vous donner quelques idées, ce pansement 100 M101, le blanc, il est vendu. C'est 3,5 milliards de dollars de pansement blanc qui est vendu. Et aujourd'hui, on est en train de signer un contrat gigantesque uniquement avec ce pansement-là, avec le leader mondial en fait, de la cicatrisation. Et encore une fois, rappelez-vous, tout ça, c'est juste grâce à mon petit Buzuc. La troisième application, c'est la transfusion sanguine. Alors la transfusion sanguine, j'aime pas ce terme générique. C'est pour ça que je parle de transporteur d'oxygène thérapeutique. Vous allez voir Emarina dans la presse, on dit Emarina, vous faites du sang artificiel, vous faites du sang de synthèse, vous faites du substitut sanguin. En fait, on ne fait pas du tout ça. En fait, on remplace un élément figuré du sang qui est le globule rouge. Vous savez, dans le sang, il y a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, des facteurs de coagulation, etc. Nous, on remplace uniquement le culot globulaire, le globule rouge. Et aujourd'hui, on travaille en parallèle sur 3 applications en utilisant ce produit-là. C'est la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, notamment chez les personnes en fait, qui sont d'origine africaine, qui ont une mutation au niveau en fait, d'un des gènes qui donne en fait, une hémoglobine sous forme falciforme, un globule rouge sous forme falciforme. Et en fait, ces personnes-là souffrent le martyre en fait, quand ils ont ces crises drépanocytaires. Je suis sûr que vous avez eu des crampes quand vous avez fait du jogging. Eux, ils ont des crampes partout. Et donc, c'est une douleur atroce. Et aujourd'hui, on est obligé de les exsanguiner, les remplir de plasma expander, mais il n'y a aucune thérapie. Et on a montré que nous, notre produit était capable de passer même ces zones en fait, où il y avait des blocages avec ces culots globulaires et d'aller oxygéner en fait, les organes. Et on travaille également avec l'US Navy sur 2, et les militaires maintenant en général, sur 2 applications. Alors, ces 2 grandes applications qu'on appelle l'ischémie, alors c'est un terme assez compliqué pour un truc simple, c'est finalement un problème de circulation sanguine. C'est quand vous avez par exemple du cholestérol, le globule rouge ne peut pas passer, ou quand vous avez un caillot, le globule rouge ne peut pas passer. Je vous ai dit que cette molécule était 250 fois plus petite que le globule rouge, donc elle arrive à passer même dans ces zones de circulation réduite. Et donc sur ces applications, on travaille sur l'ischémie cérébrale, l'AVC, pour aller oxygéner le cerveau, pour aller éviter que le cerveau meure, et l'ischémie cardiaque, l'infarctus du myocarde, en fait, où là, on va aussi en fait, mourir parce qu'on n'arrive pas à oxygéner les cellules du myocarde. Et donc, il y a 3 séries de tests qui sont aujourd'hui en développement sur cette molécule dans le cadre de la transfusion sanguine. Et je terminerai juste ici. Je suis assez content en fait, de ça. C'est parce que, alors, c'est parce qu'en fait, je me suis battu pour en arriver là. Vous savez, quand vous trouvez une innovation de rupture, il y a 3 phases. La première phase, on vous prend pour un abruti. J'étais un abruti pendant quelques années. J'étais un abruti parce que j'avais trouvé un truc simple. Et voilà, tu vas sauver des vies avec ton verre de mer, c'est n'importe quoi, tu es un abruti. La deuxième chose, c'était, et là on en parlait tout à l'heure, la réglementation. Après la réglementation, j'étais dangereux. Vous imaginez, j'allais vous transfuser avec de l'hémoglobine d'Arénicole. Donc c'était super dangereux. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où c'était, vous savez ce qu'on me dit aujourd'hui ? J'y avais pensé avant toi. Et donc c'est bien, mais on passe obligatoirement par ces 3 phases. Donc si vous ne croyez pas à votre projet, ce n'est pas la peine de commencer. Et ce prix-là, en fait, on a eu l'année dernière un grand prix, qui s'appelle le prix Galien, Med Startup. C'est un peu l'équivalent du prix Nobel de la pharmacie,
qui nous a été remis en fait dans le grand amphi de Muséum d'histoire naturelle à New York. Et c'était une sorte de consécration d'avoir subi en fait ces 3 phases, abruti, dangereux, et on y avait pensé avant toi. Merci pour votre attention.